Hello mes souriceaux, on se retrouve comme promis aujourd'hui pour une vidéo sur mon opération du bypass. Alors pour commencer, j'espère que pour vous tout va bien. Si c'est pas le cas, vous en parlez en commentaire, on essaie de trouver une solution ensemble. Donc pour être sûr que je vous traite au mieux le sujet de l'opération et surtout de l'hospitalisation, puisque l'opération, vous allez le voir, c'est qu'une petite partie de la vidéo, c'est surtout l'hospitalisation qui nous intéresse. Je me suis munie de notes. Pour une fois, j'ai tenté de faire un simili-script, mais je vous préviens, ça sera quand même fouillis comme d'habitude, vous me connaissez à force. Et je me suis munie aussi de mon infusion parce que, vous allez le découvrir, l'hydratation après l'opération, c'est compliqué. Donc on va commencer par le jour de l'hospitalisation. Je suis rentrée en clinique le jeudi 23 mars. Je me faisais opérer le lendemain, le vendredi 24 mars donc. Et du coup, il fallait que je rentre en clinique la veille au soir. Alors ça a plus ou moins été une surprise un peu de dernière minute, parce que jusque-là, le chirurgien m'avait fait comprendre que j'allais rentrer le matin, me faire opérer, puis rester hospitalisée quelques jours. Juste avant l'opération, une semaine avant en gros, il m'annonce que je dois être hospitalisée la veille au soir. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, je rentre en clinique, je fais l'admission, tout ça, on me monte en chambre, on me pose les dernières questions, on me fait une première prise de sang, pour déterminer, comme à chaque fois que vous allez vous faire opérer, hein, tout ce qui est résus, etc., dans le cas où on doit vous faire une transfusion sanguine. Donc voilà, donc du coup, les petites choses habituelles, on prend la tension, et là, alors, non pas comme je vous disais pour ma précédente opération, j'avais pas 17, mais pas très loin, j'étais quasiment à 16 de tension. Donc comment dire que là aussi, bon, manifestement j'étais un petit peu stressée. Mais voilà, comme je disais, à chaque opération je me range les sangs, et celle-ci étant vraiment la plus lourde de ma vie, forcément j'ai un petit peu paniqué. Hein. Donc voilà, donc du coup, suite à ça, une infirmière passe, et elle arrive avec deux grosses doses comme ça de poudre, sur lesquelles il est marqué denrées alimentaires, je sais pas quoi. Est-ce que le chirurgien vous a fait faire un régime spécial, tout ça. Et donc là je comprends qu'elle parle d'un régime sans résidus. En gros, c'est un régime qui vous permet de purger tous vos intestins. Et donc non, en fait, le chirurgien ne m'a pas fait suivre un régime quelconque de ce type. Donc, je lui dis que non. Elle me dit, bon d'accord, je vais vous donner ça. Donc, ces fameuses grosses doses. Et elle me dit, je vous préviens, par contre, c'est une purge. Donc, vous allez vraiment aller aux toilettes toutes les 2 minutes. Bon, alors sur le coup, elle me dit ça, comme tout le monde. Moi, j'en conclus que ça va être un laxatif. Donc bon, il fallait boire ça dans chacune des doses, il fallait le boire dans un grand verre de 40 centilitres. Donc je m'exécute, hein, je bois mon premier verre. On m'apporte le repas, qui est d'ailleurs mon dernier repas avant d'être opérée. J'aurais pu avoir beaucoup plus glamour que ça, mais bon, je comprends pourquoi on me l'a servi, mais... En gros, j'ai eu un boudin aux pommes avec la purée de pommes de terre. Alors dans l'idée, je comprends. Le boudin aux pommes, c'est parce que voilà, c'est plein de fer, etc. Le boudin, donc un peu à contre-cœur, je l'ai mangé, mais voilà, vraiment en me disant, c'est pour le faire, parce que sinon, de moi-même, c'est pas le genre de choses que je vais aller manger spontanément. Je mange mon repas, hein, et en buvant... ces trucs que je pensais être des laxatifs, et puis les heures passent et je vois que toujours rien. Même pas ne serait-ce que plus pipi que d'habitude, rien. C'est jamais arrivé. Suite à ça, je me couche, hein, j'essaie de dormir comme je peux, puisque entre-temps les infirmiers m'ont prévenu qu'ils allaient me réveiller à 6h du matin. Alors déjà pour moi c'est la plaie, 6h du matin, c'est impensable. Mais là voilà, pas le choix. Hein, j'avais 1 heure de passage prévu au bloc à 7h30. Entre le fait que je devais être réveillée à 6h du matin et le fait que j'étais fatiguée comme pas possible, je me suis couchée à 21h, j'ai sombré comme une masse, donc tout allait très bien. Je vous renvoie à ma vidéo sur les troubles du sommeil et notamment sur toute la partie faux réveil. Parce que là j'en ai fait quelques-uns.
Je vais vous raconter ça. Franchement, il y a un côté mystique à ça. Je pense, c'est mon inconscient. Voilà. Bref, donc, je m'endors, comme je disais très tôt. Et à un moment, je me réveille pendant la nuit. Et dans ma chambre, c'est complètement noir. Je ne distingue absolument rien. J'entends seulement des pas. J'entends marcher dans la pièce. J'entends que quelqu'un prend la bouteille et boit dedans. Et donc, quelques secondes après, je sens par contre que quelqu'un s'assoit sur le lit à côté de moi. Je sens vraiment le lit qui s'enfonce. Je commence un petit peu à baliser. Et puis d'un coup, je commence à y voir. Parce qu'en fait, dans la chambre, il ne faisait pas réellement noir totalement. Il y avait... il y a toujours, vu que c'est plein de machines de partout, des petites LED à droite à gauche qui font que quand même on distingue un petit peu la pièce dans la pénombre. Et là je me mets à distinguer la pièce dans la pénombre et je vois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur le lit, personne dans la chambre, il n'y a que moi. Je me dis bon, ok. Ok, bon. Je finis par me rendormir et quelques minutes ou heures après, je ne sais pas parce qu'entre temps j'ai pas regardé l'heure qu'elle était, je ressens de nouveau pareil, je me réveille, je ressens quelqu'un qui marche dans la chambre, cette fois-ci qui ne boit pas, mais par contre qui s'assoit sur mon lit. Et là, en fait, comme je dors sur le ventre, j'ai le réflexe de me retourner comme ça et d'attraper en fait ce qui me semble être assis sur le lit. Et là, je sens que j'attrape un poignet très fin. Je sens il est un peu frais, comme la peau de quelqu'un qui serait froid. et je sens vraiment les aspérités, les poils, etc. Donc vraiment, pour moi, je tenais le poignet de quelqu'un. Et pareil, la pièce était complètement noire. Je distinguais pas du tout qui était là, quoi que ce soit. Et en fait, il s'avère que, de nouveau, je me suis mis à voir dans la pièce. Et il n'y avait rien, il n'y avait personne. Voilà, pour la partie mystique. Ça, c'était juste la première soirée. Ensuite, arrivé un petit peu avant 6h du matin, est arrivée l'équipe d'infirmiers de nuit pour me réveiller comme prévu. Donc ils me réveillent, ils me laissent me préparer, ils me disent que même si je passe au bloc à 7h30, si je suis prête avant, que je les appelle, parce que si le bloc est prêt aussi, ben on n'attend pas, on m'envoie de suite, quoi. Donc je prends le temps de prendre ma douche, à la bétadine, tout ça. Bon, j'en avais déjà pris une à la veille au soir, mais il faut en prendre deux. La veille au soir et le matin avant l'opération. Donc je reprends la douche à bétadine, tout ça. Je galère comme pas possible pour mettre les bas de contention, qui me remontaient vraiment jusqu'au ras des fesses. Vraiment, ça couvrait toute la jambe. Donc voilà la galère. Et au niveau de la tenue, ce que je portais, en fait, c'était pas un ensemble de pyjamas en papier, c'était en fait une blouse ouverte dans le dos, avec une culotte en papier. Voilà, j'ai eu droit à ça. J'étais ravie. Et donc, du coup, bon, je m'exécute, hein, je mets ça, parce que de toute façon c'est tout ce qu'on m'avait donné, et puis on s'en fout, j'allais pas au bal, j'allais me faire opérer, donc tant pis. Un brancardier arrive et voyant que j'avais donc la blouse ouverte et que j'étais en culotte en dessous, il a eu la délicatesse, alors que je devais aller au bloc à pied, en fait d'aller chercher un fauteuil sur lequel il a mis un drap et il m'a recouvert d'une couverture. Vraiment un amour, alors que j'ai même pas demandé. J'ai dit, moi je mets juste la couverture sur le dos, j'ai les fesses couvertes, je peux y aller à pied, quoi, ça me dérange pas. Et non, il a tenu quand même à ce que je sois toute couverte et tout, trop gentil. Et donc là, bon, on me met dans une salle d'attente, j'attends un petit peu, avec un reportage sur les crapauds. Alors, petit aparté, si j'ai les yeux et le nez rouge au long de la vidéo, c'est pas parce que je pleure ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que je n'arrête pas de bâiller, tellement je suis épuisée. J'arrête pas de bâiller et donc du coup bah, ça me fait pleurer. Je finis au bloc, on m'endort, vraiment, mais alors ça passe comme ça, 2 secondes, même pas une seconde après, j'entends la salle de réa, hein, les bips, les gens qui parlent, tout ça. On m'appelle, on me demande si je suis réveillée. Ça fait 2 secondes, donc
Donc c'était plutôt en mode, voilà, hein, j'ai pas pu donner une réponse concrète, mais en gros, j'étais vivante, c'était l'essentiel. Et là, en fait, j'ai pas le temps d'émerger quoi que ce soit, direct, on me demande de passer sur un brancard pour être ramené en soins critiques. Donc en gros, c'est le service dans lequel on vous met, où vous êtes sur surveillance continue dans les 24 heures qui suivent votre opération. Donc j'arrive en soins critiques. Et là pareil, on continue de me parler et tout. On me branche à des trucs. Je comprends pas ce qui se passe, mais je laisse faire parce que je me dis, ils savent eux ce qu'ils font. Moi je suis pas censée faire quoi que ce soit là tout de suite. Donc faites. J'émergerai, je comprendrai plus tard ce qui s'est passé, on me le dira, mais faites. Et là, il y a un infirmier qui me parle et qui me demande si je connais ma moyenne habituelle de ma tension. Je sais même pas si c'est vraiment à moi qu'il a posé la question, mais pour le coup, je me suis dit que c'était sûrement à moi qui posait la question. Donc je réponds, mais vraiment complètement suquée, je fais 12,5, mais vraiment comme ça, je vous jure. Ensuite, il me demande si on me prend la tension dans le bras ou dans la jambe habituellement. Je réponds le bras, toujours sur le même ton et tout. Il me demande si ça va. Je lui dis que je suis complètement éclatée. Mais c'est vraiment les termes qui sont sortis. Je lui ai dit, je suis éclatée. Donc là, sur le coup, il a eu un peu peur. Il me dit, mais éclatée de l'anesthésie ou vous avez très très mal? Et je lui dis, non, non, c'est l'anesthésie là. On finit par me laisser là. Et ensuite, un petit peu plus tard, j'émerge un peu, il y a des infirmières qui viennent. Et là, comme mon chirurgien n'avait pas encore donné les consignes au service de soins critiques, elle ne savait pas si elles avaient le droit de me laisser me lever ou pas. Et donc, quand j'ai eu envie de faire pipi, la question s'est posée. Ben en fait, elles ont très vite répondu, hein. Elles m'ont dit, nous on n'a pas encore les consignes, on ne sait pas si vous avez le droit, donc ben on va faire au bassin. Ah oui, sauf que moi, je connais pas, j'ai jamais fait, je sais pas comment on fait, donc je leur ai dit, il va falloir que vous m'expliquiez. Petit pipi dans le bassin, il y en a eu 2, et j'ai découvert ça sur le coup, franchement. Sachant que je dépendais complètement de ces 2 personnes, moi j'ai pas cherché. La fierté, la dignité, c'est pas grave, il fallait que je fasse pipi. Donc je me suis dit c'est pas grave. Si une femme qui a le même âge que moi va, désolé des détails, mais va m'essuyer après que j'ai fait pipi, ben soit. Parce que en soi, clairement, moi je pouvais pas. J'avais les bras... Oui, parce que je vous détaille, donc j'avais un brassard, oh non, au départ il était sur ce bras, j'avais un brassard qui me prenait la tension systématiquement, automatiquement, tout seul, et un capteur sur le doigt, pour ma saturation, tout ça, et j'avais la perf ici, plus tout plein de câbles en fait, qui allaient des clavicules jusqu'à la taille, reliés par des électrodes. Donc, clairement, réussir en fait à gesticuler, non, je ne pouvais pas. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, ces femmes sont là pour ça, voilà. Donc j'ai découvert l'épreuve du bassin. C'est le genre de choses qui me fait dire merci au personnel soignant de tout ce que vous faites, parce que clairement, enfin voilà, rien que pour ça, déjà, vous avez tout mon respect, rien que pour ça. Un petit peu plus tard, dans l'après-midi, j'ai mon chirurgien qui est passé pour me dire voilà que en fait l'opération s'est très bien passée. Et donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, l'opération en elle-même, ça va être une toute petite partie de la vidéo, voire quasiment inexistante, parce que eh ben, tout simplement en fait il n'y a rien à dire dessus. C'est-à-dire qu'ils m'ont opéré sans aucune complication. Donc voilà, si vous voulez le détail de savoir comment se passe un bypass, tout ce que je pourrais vous dire dans les grandes lignes, c'est que ça se fait par célioscopie, c'est-à-dire qu'on vous fait plusieurs incisions autour de l'estomac, tout ça, pour passer des instruments, des caméras. En plus de ça, vous avez une caméra aussi dans la bouche et tout. C'est pour permettre de ne pas faire une grosse balafre sur tout le ventre. Et donc ensuite, pour le reste de l'opération, clairement, si vraiment la partie opération elle-même, la partie médicale, chirurgicale vous intéresse, je vous invite à aller regarder des vidéos sur YouTube
vous trouverez vraiment tout votre bonheur. Mais voilà, moi dans mon cas, l'opération elle-même, je n'ai rien à en dire parce que elle s'est très bien passée. Il n'y a eu aucune complication, voilà. Tout s'est fait comme prévu. Et donc voilà, donc le chir me dit ça, me dit que l'opération s'est bien passée, tout ça, que j'ai le droit de me lever pour aller aux toilettes. Voilà, qu'entre-temps, il a donné les consignes quand même aux infirmières et elles sont au courant que je peux me lever, bien sûr sous la supervision du personnel soignant, bien sûr, mais voilà, j'ai le droit. Donc je me dis super. Et en fait, comme je suis incapable de dormir sur le dos, mais vraiment mon corps me le refuse, du coup je lui demande est-ce que je peux dormir sur le ventre. Et il me dit oui, clairement, si vous avez pas mal, vous pouvez dormir sur le ventre. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Donc je me dis bon bah super, je vais peut-être réussir à dormir un petit peu cette nuit, si j'arrive à trouver une position. Vous le voyez venir? Oui. Oui. J'ai essayé. J'ai essayé. Donc, plus tard dans la soirée, je me retourne. Et là, qu'est-ce que je vois? Devant moi, je vois un câble avec un tout petit tuyau fait au bout et des gouttes qui sortent. Et là, je comprends que c'est le cathéter de ma perf. Et oui, en me retournant, je me suis arraché le cathéter. Voilà. Donc, j'appelle les infirmières. Je montre, je dis voilà, j'ai ma perf qui s'est arrachée. Donc vite, une infirmière arrive enfin, on ne pouvait pas réutiliser la même veine, donc elle essaie de me piquer ailleurs pour remettre un nouveau cathéter. Et là, impossible de me trouver une veine. Oui, comme je disais beaucoup plus tôt dans je ne sais plus laquelle de mes vidéos où je parle d'une prise de sang qu'on m'a faite, oui, j'ai qu'une seule veine qui est piquable facilement. Toutes les autres, elles sont très dures à trouver. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc cette infirmière a essayé de me piquer, une fois, deux fois, trois fois, pas moyen, qui ont fait que du coup, elle a appelé un de ses collègues infirmiers urgentistes en me disant, lui, il a beaucoup plus l'habitude de piquer quand c'est compliqué, donc je vais essayer avec lui. Il essaye aussi, tout ça. Pareil, une fois, deux fois, trois fois, il n'y arrive pas. Et donc au bout d'un moment, ils me disent, bon ben écoutez, on va devoir appeler le médecin de réanimation pour qu'elle vous pique parce qu'on n'y arrive pas. Donc elle est arrivée avec un échographe. Et en fait, elle m'a fait une échographie du bras pour voir où étaient les veines et pour voir si elle piquait correctement. Tellement c'était compliqué. Je vous laisse imaginer le truc. Entre le moment où je me suis arraché le cathéter et le moment où on a réussi à m'en placer un autre, il s'est passé 8 piqûres. Oui, j'ai été piquée plusieurs fois dans les creux de coude. J'ai été piquée aussi au niveau des poignets. J'ai été piquée sur le dessus de la main. Et des deux côtés. Donc voilà, donc le tout cumulé, ça fait 8 fois. Ils m'ont placé la perf. Ils l'ont bien saucissonné sous des pansements transparents et la bande de gaz. Vraiment, ils ont bien saucissonné le truc. J'avais un pansement gros comme ça, là, sur le bras. Ils m'ont dit, celle-là, elle n'a pas intérêt à bouger. Je leur ai dit, oui, parce que bon, si on peut éviter de continuer à me piquer, j'apprécierais aussi. Donc, non, elle ne bougera pas, celle-là. Les heures avancent, et au final, après cette expérience de la perf arrachée, je décide de ne pas essayer de dormir sur le ventre. Tant pis. Et donc, s'ensuit donc tout ce bruit, comme je vous disais, plus le fait que mon corps me refuse de dormir sur le dos. Mais vraiment, c'est-à-dire que en fait, j'essaie vraiment de dormir sur le dos. Je me détends et tout. Et en fait, à chaque fois que je vais pour sombrer dans le sommeil, j'ai comme un sursaut et je me réveille. Et l'infirmière qui faisait sa ronde, elle faisait des rondes toutes les 2 heures. En fait, à chaque fois qu'elle passait, elle voyait que je dormais pas. Et au bout d'un moment, entre 2 et 4 heures du matin, elle me dit mais vous dormez pas Et j'explique, sinon je peux pas, en fait. J'y arrive pas. Et donc on a discuté un peu et vraiment j'ai senti la compassion, ça m'a touchée. Vraiment j'ai senti qu'elle avait de l'empathie et voilà, que ça l'embêtait pour moi. Et ben oui, tant pis, hein, c'est le jeu.
Donc arrive du coup au final le lendemain matin, arrive mon premier petit déjeuner, donc c'était un BIC, c'est-à-dire bouillon, yaourt, compote, BYC. En gros, en fait, on mange pas tout, mais on te sert tout ça pour voir au niveau des textures ce qui passe ou non, tout ça. Donc tu prends 2-3 cuillères de chacun et voilà. Donc ça passait, j'avais un petit peu mal, mais vraiment c'était mal au moment où ça passait. Et après, une fois que c'était descendu, plus rien quoi, ça persistait pas. Donc. Et donc dans la matinée, il y a une dame qui vient me voir, qui se présente comme étant le médecin de réanimation de jour, qui me dit on va vous garder aujourd'hui. Alors que j'étais supposée, après ma nuit en soins critiques, être ramenée en chambre. Je ne devais passer qu'une nuit là. Et donc, sans qu'elle ne m'explique le pourquoi du comment, sans même que j'ai le temps de lui demander, elle part. Et je me dis, bon, elle m'a dit aujourd'hui, ça veut dire que je pense qu'ils vont me garder dans la journée, et puis en fin d'après-midi, ils vont m'amener dans une chambre. Vous le voyez aussi venir? Ça, c'est jamais fait. Quand elle me disait aujourd'hui, ça voulait dire ce soir. Mais de la façon qu'elle l'a tourné, ça portait vraiment à confusion. Donc, tant pis. J'ai subi ma journée sur ce lit qui bouge. Oui, parce que je vous ai pas précisé, en fait, le lit, c'était une espèce de matelas gonflable, divisé en plusieurs parties. Alors, j'ai pas compris en touchant, vraiment, j'ai pas compris comment il était foutu, mais c'était des espèces de gros boudins qui, toutes les 5-10 minutes, se dégonflaient et se regonflaient. Il était relié à une machine qui soufflait, tout ça. Mais c'est chiant. Alors par chance, comme j'étais supposée être en chambre, en fait ils m'ont laissé que le tensiomètre et le capteur sur le doigt. Et j'avais quand même la perf pour des antidouleurs et m'hydrater. Parce que vraiment en fait quand t'as fait le bypass, après le bypass, t'arrives pas à t'hydrater. Parce que t'as un estomac tout petit. Et t'as pas le droit de manger pendant les repas et une demi-heure avant, une demi-heure après. Sauf que tes repas, ils te prennent demi-heure, 3/4 d'heure. Donc comptez. Demi-heure avant, tu peux pas. Demi-heure, 3/4 d'heure pendant lesquelles tu fais ton repas. Demi-heure après, tu peux pas. À savoir que l'alimentation avec le bypass, elle est fractionnée en 5 repas. Je bois quand en fait. Donc voilà, donc du coup j'avais la perf qui m'hydratait et qui pouvait aussi m'envoyer du paracétamol quand j'en avais besoin. Donc j'ai fait ma deuxième nuit là, avec les boules, et puis des infirmières qui, elles aussi, comprenaient pas trop, parce que tout allait bien, donc il n'y avait pas de raison en fait que je sois là. Et chose que j'ai oublié de vous préciser, comme vous le savez, j'ai un traitement hormonal, et normalement, tous les jours on devait m'amener mes cachets. En fait, je suis allée à la clinique avec la dose qu'il me fallait le temps de mon hospitalisation. Et donc tu peux pas garder les médicaments en chambre, c'est eux qui te les gardent et tous les jours ils t'amènent ta dose. La veille ils me l'avaient apporté et là plus rien. Mais les médicaments en fait ont disparu. Le vendredi on les a donnés. Le samedi, que dalle. Bon, ok. Donc du coup, bon ben voilà, hein, comme je disais, je fais ma nuit, tout ça. Le lendemain matin, des infirmières que j'avais vues précédemment, quand elles rentrent dans la chambre, elles me disent ah vous êtes encore là et tout. Et j'ai dit oui, on m'a fait passer une deuxième nuit ici sans que je ne sache pourquoi. Et l'une dit à l'autre, elle me dit, tu vois, je t'avais dit pour cette opération, ils font une nuit ici, une nuit en chambre, puis maison. Et donc j'ai dit, oui, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu à la base. Mais voilà, on m'a pas donné d'explication, on m'a fait passer une deuxième nuit ici. Et en fait, la deuxième infirmière me dit, l'explication en gros, elle me dit c'est pas par rapport à vous, c'est parce qu'il y a un service qui a fermé. Ce qui fait que dans le service où vous deviez aller, il n'y avait plus assez de chambres, tout était pris. Et du coup c'est pour ça qu'on vous a laissé ici. Vraiment. Vraiment. Alors que j'ai quand même payé pour avoir une chambre. Ok, bon. C'était pas grave, c'était passé. Elle venait justement pour m'informer qu'il y avait enfin une place pour moi en chambre. Et donc du coup, voilà, elles ont surveillé un peu mes constantes, tout ça. Elles m'ont dit préparer mes affaires, etc. Me
prendre une petite douche, m'habiller et tout, parce que oui, ça faisait 2 jours que j'étais en blouse. Alors bon, je précise, c'était pas la blouse de l'opération, j'ai changé entre temps bien sûr, mais voilà, ça restait des blouses, c'est-à-dire que je ne pouvais pas mettre mon propre pyjama. Et ensuite, elles m'ont emmené du coup en chambre. Entre temps, je vois le chir, et je lui dis, enfin voilà, il me dit, tout, là, ça s'est bien passé, les nuits, etc. Je dis oui, d'ailleurs, comme je dois faire une nuit en chambre normale, on va rajouter une petite nuit en plus, quoi, en fait. Parce qu'au départ, depuis plusieurs semaines, que ce soit lui, que ce soit la secrétaire de son cabinet, que ce soit les personnes à l'administration qui ont fait mon enregistrement, que ce soit les infirmières que j'avais vues le matin même, tout le monde m'avait dit, à la base, que je rentrais le vendredi matin. Je passais une nuit en soins critiques, une nuit en chambre normale, et je rentrais chez moi. Je lui dis oui, on va rajouter une petite nuit en plus, quoi. Elle me dit non, non, moi depuis le début, je vous dis que vous sortirez le lundi. Non, en fait, non, non. Lui aussi, il m'a dit une nuit de chaque. Si tu veux, je sors demain, de toute façon, je suis pas à ça près, le pire est passé, c'est pas grave, allez. Donc ma journée se passe tranquille. Et là, j'ai des infirmiers, pareil, qui viennent, hein, prise de sang, tension. Mais par contre, je n'avais plus le tensiomètre. C'était vraiment les infirmiers qui venaient et qui me prenaient la tension. Je n'avais plus le capteur sur le doigt. Et j'avais toujours le cathéter dans le bras, mais plus relié à rien. Et très tôt dans la soirée, j'ai l'infirmière de nuit qui est venue se présenter déjà et qui m'a dit écoutez, si tout va bien et que vous ne m'appelez pas, je ne repasse pas avant demain matin. Et là, vraiment ça a été un soulagement de me dire je vais pouvoir essayer de dormir enfin un petit peu. Alors le lit était vraiment beaucoup plus confortable, déjà il ne bougeait pas. Et j'ai essayé un petit peu de dormir, mais c'était un peu compliqué parce que la personne qui avait la chambre juste à côté de moi avait la télé à fond, mais à fond, jusqu'à au moins plus d'1 heure du matin, parce que à 1 heure du matin j'ai sombré de fatigue, parce que j'en pouvais plus, et la télé tournait encore, donc je me dis ouais, il a dû couper passer 1 heure du matin, donc je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'ai quand même dormi, mais pas beaucoup, parce que à 8h pétantes, on vient vous servir le petit déjeuner. Et là, alors que depuis la veille, je mangeais des repas mixés, parce que oui, donc d'abord c'est bic pendant une journée, et ensuite tu passes directement au mixé. Depuis la veille, je mangeais du mixé, et donc là, du coup, pour le petit-déj, j'aurais dû avoir du mixé. Donc soit de la blédine, ou du flocon d'avoine mixé dans un yaourt. Enfin voilà, des trucs comme ça. Donc déjà, une céréale et un produit laitier. J'aurais dû avoir ça. Et à côté, potentiellement, une boisson chaude ou quoi. Mais ma diète m'ayant dit que je n'avais pas droit au thé et au café pendant plusieurs mois, sur le coup, je leur ai dit non, le thé, café, j'ai pas le droit. Et donc, elles me disent, écoutez, on peut vous proposer éventuellement un jus de pomme. Je dis, écoutez, oui, volontiers. Mais ce jus de pomme, il était supposé accompagner du manger. Mais non. En fait, je n'ai eu que mon jus de pomme. Et là, je fais ah. Et avec tous vos repas, quand vous êtes en clinique, on vous apporte toujours une étiquette du menu en fait de votre repas. Et il était bien marqué dessus que j'étais supposée avoir de la blédine. Donc voilà, donc du coup, j'ai juste eu un verre de jus de pomme. Je me suis dit, oh, ok, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose, je suis pas informée, j'ai pas le droit. Mais c'est vraiment, j'ai passé je ne sais pas combien de temps dans cette hospitalisation à me poser des questions, à savoir si c'était normal ou pas. Et apparemment non, c'était pas normal. Donc un petit peu plus tard, j'ai l'infirmière qui passe et qui me dit mais vous aviez pas un traitement à prendre? Je dis si, mais apparemment il a été perdu. Et on ne l'a toujours pas retrouvé. Il a été perdu entre le vendredi et le samedi, on était le lundi matin. Il avait toujours pas été retrouvé. Super, hein? Donc j'ai dit mais c'est pas grave c'est un traitement hormonal, si je saute un jour ou deux, je suis pas en danger, c'est pas très grave. On me dit oui mais quand même, on n'a pas à perdre vos médicaments comme ça.
Alors, je suis d'accord, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais inutile de retourner tout le service. Voilà, je vais pas mourir. Donc voilà, on me fait les soins habituels, hein, les pansements, prise de sang, piqûre d'anticoagulants, tout ça. Je sens que je pourrais pas me rendormir parce que du monde n'arrête pas de passer toutes les 5 minutes. Et donc je me dis, bon, ben, je vais m'occuper un petit peu. Allez, je vais aller prendre ma douche tranquillement, tout ça. Et en fait, pendant que je prends ma douche, j'entends un grand « Et bonjour !» C'était mon chirurgien qui passait en fait pour m'apporter les papiers parce que tout allait bien et j'avais pas de raison de rester plus longtemps que ça. Donc du coup il a entendu que j'étais sous la douche, il m'a laissé tous les papiers sur ma tablette et quand je suis sortie j'ai tout trouvé. Il y avait mon arrêt de travail, mon bilan d'hospitalisation, toutes les diverses ordonnances pour les soins post-op, tout ça. Donc je me suis dit bon, dans l'ensemble je comprends à peu près tout, c'est assez clair. Il y a un ou deux trucs que je comprends pas, mais je rentrerai en contact avec lui s'il repasse pas avant que je sois sortie. Et donc un petit peu plus tard, il m'appelle sur mon téléphone et il me dit qu'il est en retard et tout sur ses consultations et qu'il pourra pas passer. Il m'explique juste au niveau des ordonnances que je n'avais pas comprises ce à quoi ça correspondait. Et puis voilà, me rappelle un petit peu les indications, hein, donc pas de sport pendant 3 semaines, etc. Voilà, tout ça. Et donc du coup, pour lui, c'était bon. Il me donne l'aval pour sortir. Et là, vraiment le soulagement. Mais vraiment, j'étais heureuse, mais vous savez pas idée. Et donc après ça, me restait juste à voir la diète pour, pareil, rappel des dernières consignes, etc. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des aliments qui ne sont pas passés pendant les 2 derniers jours, etc. Donc la diète passe et elle me demande ce que j'ai pris au petit déjeuner. J'ai dit, voilà, on m'a juste amené du jus de pomme. Et là, oh mais non, mais il faut pas boire des jus de fruits et tout, machin. Je dis oui, enfin, on m'a dit que j'avais pas le droit au thé et au café, donc je fais comment moi au bout d'un moment? Je bois que de l'eau. Parce que là, ça aurait été que de l'eau et donc ni boire ni manger quoi. Donc voilà, un peu comme toujours, elle me fait plus ou moins des remontrances, mais un peu mielleuse. Bref, donc elle passe et puis au final, je suis libre. J'ai plus personne à voir. Donc je repasse par l'accueil pour signifier que je suis sortie, pour qu'on me donne mon bilan. Et là, mais alors YOLO des plus totales, c'est-à-dire qu'après une chirurgie aussi lourde, tu es supposé quand même avoir quelqu'un qui vienne chercher en voiture à l'accueil et tout ça. Il te demande pas à voir si ton accompagnateur est là, c'est-à-dire que tu sors comme ça. Je suis sortie comme une fleur, j'ai attendu mon copain sur le parking, je me suis calée tranquillement et il n'y a personne qui est venu me dire mais on vient vous chercher, quoi, que dalle. J'aurais pu repartir avec ma propre voiture. Ben, j'aurais pu faire un malaise au volant comme ça et personne s'en serait soucié. Enfin bref. Donc là voilà, j'étais enfin libre. Enfin. Heureuse. De retrouver mon petit chez moi. Le chemin n'est pas terminé. J'ai toujours mes soins post-op à faire. Je suis encore dedans. Puisqu'à l'heure où je vous tourne, on est le 5 avril. Et j'ai été opérée le 24 mars donc. Donc je suis toujours dans mes soins post-opératoires, mais au moins voilà, à la maison, tranquille. Et donc justement pour les soins post-opératoires, j'ai fait appel en fait à un groupe d'infirmières qui m'avait fait les pansements et tout ça après l'ablation de l'anneau. Donc forcément, pour moi ça coulait de source de les rappeler elles parce qu'elles ont été adorables et que de toute façon je les avais prévenues que cette opération en précédait une autre. Et que je ferai appel à elle de nouveau à ce moment-là. Donc dès le soir même de ma sortie, étant donné que les piqûres d'anticoagulants c'est matin et soir, il fallait direct que j'enchaîne avec les infirmières. Alors comme les pansements avaient été faits le matin même, on était tranquille pour 2 jours, parce que les pansements c'est 1 jour sur 2. Mais voilà, mais il fallait quand même piquer matin et soir. Et il faut un espace de 12 heures entre les 2 piqûres. Donc comme elle pouvait passer entre 6h30 et 7h, elles m'ont dit bah, la piqûre du matin, ça sera 7h du matin. Ouais, me réveiller
avant 7 h du matin pour me faire piquer. Quelle joie. Donc du coup, elles m'ont dit, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est... je vous montre comment on pique. Si vous vous sentez de le faire, ben, la piqûre du matin, vous la faites vous-même. Comme ça, au moins, vous vous embêtez pas à vous réveiller pour nous attendre, etc. Enfin voilà, tu vois. Sous-entendu, tu te lèves, même pas tu t'habilles, tu fais ta piqûre, tu te recouches. T'as pas besoin d'être déjà lavé, habillé et tout pour quand on arrive. Ben voilà. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais dit mais oui clairement. Enfin moi oui, si vous me dites comment faire, etc. On essaye de faire la première piqûre ensemble pour voir si j'ai bien compris. Et si vous pensez vous de votre côté que c'est bon, moi je suis d'accord. Donc elle me montre, voilà, elle m'explique et tout. Désinfecte, etc. Tu piques, comment, tout ça. Elle m'a dit, bon, on passera quand même pour faire celle du soir, et aussi pour surveiller un petit peu tout le reste. Et puis voilà. Et puis, parce que de toute façon, il fallait faire les pansements un jour sur deux, donc voilà. Et j'ai préféré quand même, les premiers jours, avoir les infirmières à la maison pour me rassurer. Parce que, mine de rien, comme j'avais été piquée plein de fois partout dans les bras, les mains, les poignets et tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben du coup, forcément, j'avais des bleus, etc. Et notamment, sur le bras droit, c'était pas super joli. Et donc, j'ai profité. Dès le premier soir, je lui ai montré, j'ai dit, écoutez, je crois que je fais un début d'infection. Parce que ce genre de plaie, enfin voilà, c'était clairement, je vais pas vous donner les détails, mais en gros, ça ressemblait pas du tout à un bleu fait par une piqûre. Clairement, on voyait qu'il y avait un petit début d'infection. Et donc elle m'a dit, bon ben pas de souci, elle me dit, voilà, avec les gaz, quand vous vous désinfectez la cuisse pour faire l'injection, comme il y a 2 gaz dans le sachet, ben, vous en prenez une pour la cuisse et une pour le bras. Et effectivement, on juste désinfecté comme ça, c'est parti dans les 2-3 jours. Et pendant que ça partait, sur l'autre bras, étant donné que je m'étais arraché la perf, forcément il y avait eu un traumatisme et ça a mis du temps à sortir, mais tout le long de ma veine, en fait la peau s'est mise à durcir, mais vraiment il y avait un hématome qui se déplaçait, la peau durcissait, et donc elle m'a conseillé en fait de prendre des gaz, mettre de l'alcool dessus et appliquer la gaz et laisser l'alcool se diffuser dans le bras. Et en fait c'est miraculeux, mais vraiment. Et je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé, parce que j'avais de l'alcool et des gaz qui me restaient quand j'ai fait le vaccin pour le Covid. Comme je vous disais, j'ai fait une réaction allergique. Cette réaction allergique, en fait, c'était une plaque qui allait d'ici à ici. Et donc pour calmer cette plaque, c'est ce que la pharmacienne m'avait dit de faire, en fait. De mettre des gaz imbibés d'alcool et que ça allait diffuser et calmer tout ça. Et en fait, oui, donc du coup, même technique, et pareil, c'est parti vraiment en 2 jours. Je crois que j'ai fait que 2 applications, plus celle qu'elle m'a faite, en fait, pour me montrer, entre guillemets, même si je voyais parfaitement, mais bon, elle m'en a fait une et moi j'en ai fait 2 par la suite, et tout est parti. Donc voilà, donc du coup, j'étais quand même contente d'avoir les infirmières à la maison les premiers jours pour ça. Et donc voilà, s'installe une petite routine, je me pique le matin, elle me pique l'après-midi, tout ça. Le jour, je dors, j'ai mes repas fractionnés, je fais mes petites balades. Alors la première fois, j'ai pas pu faire plus de 15 minutes, le lendemain 20 minutes, et c'est monté progressivement comme ça. Donc maintenant, j'arrive à faire facilement 40 minutes, mais au bout d'un moment, ça commence à tourner, tout ça, donc faut pas que je force non plus. Je pense que 40 minutes, là, actuellement, c'est mon max. Et donc... il y a eu un truc surprenant, en fait, au cours de ces jours, de ma petite routine. Comme vous le savez, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, je vous l'ai dit dans quasiment les 3/4 de mes vidéos. Et en fait, du coup, j'avais pas eu de menstruation depuis plus de 3 ans. Ça faisait plus de 3 ans que j'avais pas été réglée. Et là, mais alors comme une fleur, j'ai eu des crampes, des saignements, etc. Et c'est pas dû
c'est pas uniquement des saignements dus aux anticoagulants, parce que ça peut en provoquer. Tu peux avoir des saignements de nez. Pour les personnes à utérus, tu peux avoir des saignements vaginaux, etc. Mais c'est pas pour autant des règles. Et là, j'ai mon cycle menstruel vraiment qui s'est mis en route. Et donc, j'ai pas compris. Donc j'aurais posé la question, je leur ai demandé, mais est-ce que les anticoagulants, en fait, ça peut provoquer ça? Ils m'ont dit, c'est pas impossible. Rien ne confirme que c'est ça, mais c'est pas impossible. Donc je ne sais pas. Je sais pas. Mais voilà, pour l'anecdote qui m'a surprise. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant au moins, si j'ai un autre trou comme ça entre deux, j'aurai un repère de temps. Parce que clairement, je ne pourrais pas oublier la date à laquelle je me suis fait mon bypass. Alors que mon précédent cycle, je sais juste que ça fait plus de 3 ans parce que j'arrive à me repérer pour des trucs tout cons du style mon copain quand il habitait dans son ancien appartement, je me souviens pas qu'une seule fois j'ai utilisé la salle de bain à ces fins-là, je ne m'en souviens pas. Et donc il était dans cet appartement à telle période, etc. Et du coup je sais que mon dernier cycle remonte à avant ça, etc. Mais je peux pas le dater au mois près. Alors que là, je pourrais. Là, clairement, je pourrais le dater au mois près, mon dernier cycle, si jamais de nouveau j'ai un trou comme ça pendant 1, 2, 3 ans. Donc voilà, pour l'anecdote. Et donc, voilà, les jours avancent et on en arrive à hier soir, où l'infirmière me dit, écoutez, comme vous êtes assez mobile, comme on enlève les fils aujourd'hui, enfin on coupe les fils aujourd'hui, puisque juste ils coupent et puis ils les laissent tomber naturellement, puisque ce sont des fils résorbables. Elle me dit comme voilà, il n'y aura plus vraiment les pansements à faire et que la piqûre clairement vous maîtrisez. Elle me dit si vous voulez, là il reste plus que quelques jours, parce que j'en ai jusqu'à lundi de la semaine prochaine. Elle me dit là les piqûres, vous les faites le soir. On s'est dit bon, clairement oui. Comme je leur ai dit, si j'arrive à le faire le matin à moitié endormi, je pourrais le faire le soir. Donc il a été décidé qu'elle me coupait les fils et simplement j'ai un de mes points qui apparemment s'est résorbé trop vite et donc du coup la plaie elle est pas super jolie. Donc elle m'a dit celui-ci, je coupe quand même les fils, mais je mets un pansement et dans 2 jours j'ai ma collègue qui vient et qui va regarder. Mais entre temps vous faites les piqûres vous-même et après ça, si tout va bien et qu'elle estime qu'il n'y a plus besoin de repasser pour ce point-là, vous finissez la cure tranquillement. Comment dire que là, pareil, j'ai tellement apprécié. J'ai vraiment apprécié. Parce que c'est pas que c'est contraignant ou quoi, mais disons que ça va être plus pratique. On en arrive à aujourd'hui, là, moi, devant vous, qui vous raconte mon histoire. Voilà, ça c'est pour la partie, comme je disais, hospitalisation et post-op, vraiment à chaud. On est encore en plein dedans. Et donc, comme j'ai pu en parler sur Instagram, si vous avez des questions sur mon poids, sur le poids avant l'opération, sur le poids après l'opération, sur le poids que je fais maintenant, combien je veux perdre, combien je dois perdre, etc., 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 à ces questions-là, je ne répondrai qu'aux personnes qui me sont proches, dans lesquelles j'ai confiance, ou alors moi j'en parlerai librement aux personnes que j'aurais choisies. Cette opération, je ne l'ai pas fait en fait pour me faire plaisir sur la balance, je ne l'ai pas fait pour avoir un body on fleek, tout ça, je l'ai fait simplement parce que mon poids commençait à m'handicaper. Je commençais à être limitée dans certains de mes mouvements, je commençais à m'essouffler en montant des escaliers, je ne pouvais plus faire de randonnée le week-end. Et j'ai estimé que j'ai pas encore 35 ans et c'est pas possible qu'à mon âge, je ne puisse plus bouger à ma guise. Si vous avez des questions sur la partie médicale, sur est-ce que je me sens mieux physiquement, sur mes douleurs, sur tout et n'importe quoi, qui ne soit pas une question de kilos, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. La curiosité, c'est normal. Voilà, si je peux y répondre, si c'est des choses qui sont à ma portée, j'y répondrai. Donc du coup, je suis désolée, cette vidéo a été extrêmement longue au point que mon téléphone me dit que je suis en batterie faible. Donc je vais m'arrêter là. Je vous embrasserai fort.
je vous demande de prendre grand soin de vous, de votre santé mentale. Et puis vous connaissez le blabla habituel, le pouce, l'abonnement, tout ça. On vous le dit tous à chaque fois, je vais pas vous le rabâcher. Je vous embrasse très fort et à bientôt.